L'appel de Genève est né donc à la suite de la signature de la Convention d'Ottawa qui interdit les mines antipersonnelles, avec la réflexion suivante. Aujourd'hui, les plus grands utilisateurs de mines sont les groupes armés non étatiques et non plus les gouvernements. Donc, si on veut construire ce monde sans mines que les États ont appelé de leur vœu, il faut bien évidemment aussi trouver le moyen que ces groupes armés non étatiques cessent d'utiliser des mines. C'est l'arme du pauvre, c'est une arme facile à transporter, facile à fabriquer et bon marché. Donc, c'est comme ça qu'est né l'appel de Genève, avec l'idée de dire que plutôt que le droit international ou telle convention s'applique aussi à eux, mais ces groupes-là ne prennent pas tellement en considération ce qu'on leur impose. L'idée est donc venue d'avoir une approche inclusive et de leur proposer de signer un texte à l'image de la Convention d'Ottawa avec les mêmes obligations. Et ce texte a la particularité d'être signé par le groupe, par nous-mêmes et par le gouvernement de la République et canton de Genève. Mais est-ce qu'ils les respectent ? Alors, après 8 années d'expérience, 35 groupes ont signé l'appel de Genève, dont plusieurs utilisaient largement des mines antipersonnelles. Et on est extrêmement étonné du bon respect de ces engagements. On n'en a eu que 2 cas, je peux y revenir plus tard. Vous l'expliquez comment ? L'analyse qu'on en fait, c'est que d'abord on négocie longtemps avec eux. C'est pas juste de dire signer là, oui les mines c'est une arme absolument inacceptable. On négocie avec eux comment ils vont mettre en application les obligations, parce que c'est pas seulement une signature. Nous on veut qu'il y ait un impact humanitaire. Ça veut dire que comment ils vont déminer les zones sous leur contrôle, ou comment ils vont faciliter le déminage dans les zones sous leur contrôle, aider les victimes. Comment ils vont détruire leur stock. Donc vraiment on planifie comment on va pouvoir mettre en application ces obligations. Et l'autre analyse que nous faisons maintenant, c'est que c'est cette approche inclusive. Au moment où on prend ces groupes-là, parce qu'il y a la tendance actuelle, c'est de tous les lister terroristes. On ne parle pas à ces gens, ils sont bannis de tout dialogue. Et on essaye de les faire disparaître par des moyens militaires. Notre approche, elle est de dire, vous existez, vous êtes une partie du problème, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on réfléchit ensemble. Et le fait qu'ils viennent à Genève, qu'ils signent avec quand même un gouvernement, même cantonal, local, mais un gouvernement, ça leur montre qu'on les prend au sérieux, qu'on prend leur engagement au sérieux. Et je pense que c'est une partie de la réussite aussi, de dire, on nous prend au sérieux, donc nous allons prendre, nous aussi, notre engagement au sérieux. Merci. Donc on va peut-être passer à l'aspect juridique. Donc nous savons qu'en période de conflit armé, il existe bien sûr un ensemble de dispositions, le droit international humanitaire qui doit s'appliquer. Alors comme Laurent Corbaz l'a rappelé, la plupart des conflits armés sont des conflits armés internes et voient l'intervention de groupes armés d'opposition non étatique. Alors est-ce que ces acteurs non étatiques sont contraints de respecter le droit international humanitaire, Sylvain Huet. Donc, je rappelle que vous êtes juriste. Merci. Oui, je regardais le titre du débat. Est-ce que les groupes armés ont tous les droits ? La réponse, c'est de dire qu'ils ont des obligations qui sont prévues par le droit international, effectivement. Je parlais des conventions de Genève tout à l'heure, les conventions de 1949. Elles ont eu un apport décisif à cet égard, puisque pour la première fois dans un texte conventionnel qui est aujourd'hui ratifié par tous les États du monde, donc qui est universel, il y a la reconnaissance des conflits armés internes, c'est-à-dire donc des conflits qui opposent soit un gouvernement et un groupe non gouvernemental, soit des groupes non gouvernementaux entre eux. Et l'article 3 donc, de ces conventions prévoit une liste d'obligations qui s'applique à toutes les parties prenantes à ces conflits, y compris les groupes armés. Donc le droit sur cet aspect-là est assez clair. Hein. Il y a des obligations. Ces obligations ont été développées par la suite en 1977 avec l'adoption d'un protocole qui développe les obligations aux parties dans un conflit armé interne, y compris les groupes armés. Donc sur le principe, c'est assez clair. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de savoir à partir de quand on peut considérer qu'il y a effectivement un conflit armé interne, à partir de quel niveau d'intensité. Et donc là, il y a une part d'interprétation et
peut-être de débat. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, à partir de quand on considère qu'un groupe est suffisamment organisé pour être considéré comme une partie à un conflit et donc comme titulaire d'obligations internationales. Mais sur le principe, le droit est clair, il y a des obligations à respecter. Et on peut leur imposer. Oui, c'est des obligations qui les lient. Par exemple, c'est des choses assez évidentes, mais qui sont importantes d'être rappelées dans le droit. L'interdiction de torturer, par exemple, l'interdiction de la prise d'otage aussi. Ce sont des règles qu'on trouve dans les conventions de 1949. Alors Elisabeth, pensez-vous au regard de votre expérience que les groupes armés d'opposition soient prêts à s'engager et à respecter ces certain nombre de règles? Alors, il y a groupe et groupe. Nous négocions avec des groupes qui sont petits, qui contrôlent peu de territoire ou qui sont nulle part et partout. Je pense par exemple aux guérillas colombiennes. Ils ne contrôlent pas vraiment des très grands territoires. Ou on négocie avec... par exemple, comme l'ancien mouvement du Sud-Soudan qui contrôle encore un territoire grand comme la France. Donc c'est vrai qu'il y a des approches tout à fait différentes. Moi, je pense que ce que nous rencontrons sur le terrain, c'est des groupes qui ont une partie de connaissance de leurs obligations, qui ne savent pas toujours comment la diffuser auprès de leurs combattants sur le terrain et qui ne contrôlent pas toujours leurs combattants sur le terrain. Le deuxième aspect, c'est que ils ont besoin comme je l'ai dit, de cette approche inclusive et de comprendre qu'ils ont pris les armes. Eux nous disent qu'ils ont pris les armes pour répondre à un certain nombre de violations de leurs droits qu'ils estiment, disons, graves de la part de l'État contre lequel ils se battent, et qu'il y a tout un travail à faire avec eux de manière à ce qu'ils comprennent qu'ils peuvent être aussi, ou qu'ils sont des acteurs des violations de ces droits, qu'ils sont aussi des gens qui violent ces droits, et qu'ils doivent comprendre qu'ils doivent respecter ces obligations. Donc, sur le terrain, nous, on rencontre des groupes qui veulent adhérer à un certain nombre au respect des normes de droit humanitaire, mais qu'après, il faut voir comment, concrètement, on peut les aider à mettre en place ces obligations. Alors peut-être que dans la salle, quelqu'un voudrait poser une question à Elisabeth. Non, pas de question. Bon. Gérard Chalian, votre avis sur ce que vient de dire Elisabeth? En ce qui concerne les groupes que je connais, c'est-à-dire ceux qui sont en Irak, je rappelle que les États-Unis ne sont comptables devant aucun tribunal international et que par ailleurs, les compagnies militaires privées qu'elles emploient, puisqu'elles sont agréées par le Pentagone, ne sont pas responsables devant le Congrès, ni d'ailleurs devant le gouvernement dans lequel elles se trouvent. Donc en réalité, leur responsabilité est totalement dégagée. Ils peuvent être employés à n'importe quelle besogne et d'une façon générale, ils sont intouchables. Voilà. Alors donc on va revenir sur les compagnies de sécurité privée. Est-ce que, Sylvain, le droit international humanitaire est applicable à ces CSP? Alors, je crois qu'il faut rappeler déjà que à titre individuel, les membres des compagnies privées, militaires en l'occurrence, de sécurité, dans la mesure où ils participent à un conflit armé, ça a été rappelé par M. Chalian, c'est très fréquemment le cas en pratique. Ces personnes ont des obligations et les conventions de Genève prévoient que pour certaines obligations particulièrement importantes et dont les violations sont considérées comme des crimes de guerre, ces personnes peuvent être tenues responsables pénalement pour ces actes. Il faut toujours, je pense, faire la différence entre les obligations et puis la capacité de mettre en œuvre ces obligations. Et donc pour les personnes qui sont engagées dans des activités militaires, elles ont des obligations. Ensuite, la mise en œuvre, c'est une autre question, mais il y a une obligation de réprimer pénalement les individus qui commettent ce qu'on appelle des infractions graves aux conventions de Genève.